L'économie sociale et solidaire est souvent présentée par le nombre d'emplois qui la constituent, 2,6 millions, ou par le nombre d'établissements qu'elle représente. Mais l'économie sociale et solidaire, c'est aussi et surtout des activités qui contribuent quotidiennement à la vitalité économique, à la cohésion sociale et à la transition écologique de notre société. Qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire apporte à notre société ? C'est ce que vous allez découvrir en écoutant cette série de 4 podcasts produits par ESS France, la Chambre française de l'économie sociale et solidaire. ESS France remercie l'ensemble des partenaires qui ont permis la réalisation de ces podcasts et du panorama de l'ESS 2022. La Banque des Territoires, la Caisse d'épargne, Quorum et le Secrétariat d'État à l'économie sociale, solidaire et responsable. Bonjour, je suis Philippe Chibani-Jacot, je suis journaliste et notamment le rédacteur en chef de NES, le média des nouvelles solidarités. Je vais animer ce podcast en compagnie de Benjamin Roger, responsable de l'Observatoire national de l'ESS. Dans ce deuxième épisode, nous allons parler d'un des défis majeurs des prochaines décennies à côté du climat, qui est l'adaptation de notre société au vieillissement de sa population. Le nombre de soixantenaires va passer de 15 à 24 millions d'ici 2060. C'est un marché gigantesque aux yeux de certains. C'est un défi pour l'économie sociale et solidaire d'agir pour le bien vieillir en France. Benjamin Roger, une société du bien vieillir, qu'est-ce que c'est ? Bonjour Philippe. Une société du bien vieillir, c'est avant tout une société qui prend soin de ses seniors et qui accompagne la transition démographique en proposant des solutions qui sont à la fois pour améliorer l'allongement et le maintien à domicile, par les services par exemple d'aide à domicile que propose l'économie sociale et solidaire, mais aussi par les services de soins infirmiers à domicile. C'est aussi une société qui offre des loisirs, une offre culturelle et une offre sportive à ses seniors, et tout ça en proximité. C'est également une société qui travaille sur l'hébergement médicalisé pour les personnes qui en ont le plus besoin, et qui propose également des solutions d'hébergement intergénérationnel. L'ESS est très présente notamment dans les coopératives d'habitat qui permettent d'offrir des solutions de cohabitation intergénérationnelle. C'est enfin une société qui propose une offre territorialisée. L'ESS, pour ça, a des atouts à faire valoir, notamment dans les territoires les plus isolés, les territoires ruraux ou les territoires de la politique de la ville, dans lesquels l'ESS représente une part importante. Alors, comme nous l'avons fait dans le premier épisode, et nous le ferons à chaque épisode, nous allons développer cette discussion autour du bien vieillir, autour de 3 chiffres qui sont issus du panorama de l'ESS 2022 qui a été publié récemment par l'Observatoire national de l'économie sociale et solidaire. Premier chiffre pour parler effectivement du poids que l'ESS pèse dans ce secteur de la dépendance, de la prise en charge de la dépendance. Ce chiffre, c'est 30%. 30% des résidents dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, sont dans des structures de l'économie sociale et solidaire. À quoi ça correspond exactement un EHPAD qui dépend de l'économie sociale et solidaire ? Effectivement, vous avez raison. Donc, sur les 600 000 places en EHPAD qui existent aujourd'hui en France, 30% relèvent du secteur privé non lucratif, 25% du secteur privé lucratif et à peu près 45% relèvent du secteur public. Par ailleurs, selon l'adresse, 100 000 résidents supplémentaires en EHPAD sont attendus d'ici à 2030, donc d'ici une petite dizaine d'années. L'ESS dispose d'un rôle structurant dans l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie, par ses mutuelles, par ses fondations, par ses associations qui gèrent des établissements médico-sociaux pour personnes âgées, et qui propose aussi une gouvernance qui permet de mieux associer les familles, les acteurs du territoire, le tissu associatif, dans le cadre de l'offre de services proposée à ses résidents. Par ailleurs, le modèle de l'économie sociale et solidaire à but non lucratif réinvestit l'ensemble de ses bénéfices au service des usagers, des résidents des EHPAD, et donc est loin des logiques de prédation financière qui peuvent exister dans le secteur privé lucratif. Donc le secteur lucratif est effectivement dominé par 3 grands groupes, Korian, Orpea et Domusvi, qui à eux 3 réalisent 8 milliards de chiffre d'affaires. L'actualité récente montre clairement les limites de ce modèle avec l'affaire Orpea, avec des secteurs de la grande dépendance qui ne devraient pas, selon nous, relever de logique privée lucrative. Alors, pour bien comprendre, parce qu'on voit que vous dessinez en décrivant ce que sont ces entreprises du bien vieillir dans le privé non lucratif, c'est l'antiportrait du privé lucratif, des entreprises de capitaux.
en quoi le modèle non lucratif garantit justement l'absence de dérive que l'on peut voir chez les acteurs lucratifs? C'est vraiment lié au principe de fonctionnement du secteur non lucratif, puisque l'ensemble des bénéfices est réinvesti dans le projet, et par ailleurs, il n'y a pas d'actionnaire qui demande un retour sur investissement. Donc ça écarte effectivement cette volonté de dégager une partie du profit en direction de ces actionnaires. Après, on ne nie pas pour autant les difficultés que rencontre le secteur de la grande dépendance, y compris dans le secteur à but non lucratif. Il y a des enjeux très forts de valorisation des métiers pour pouvoir améliorer les conditions d'accueil et d'hébergement des personnes. Deuxième chiffre que l'on va mettre en valeur pour parler de ce défi du bien vieillir et ce que l'ESS est en capacité de proposer, on voit que, encore une fois, en comparant les taux d'encadrement dans des EHPAD lucratifs et non lucratifs, c'est encore une fois bénéfice à l'économie sociale et solidaire, puisque le taux d'encadrement pour 100 places d'EHPAD en non lucratif est de 24,5 emplois équivalent temps plein dans le non lucratif, alors que dans le privé lucratif, on est à 22,8. Donc en gros, on a 1,5, 2 postes de plus dans le non lucratif. Comment est-ce qu'on explique cela ? Vous avez tout à fait raison effectivement de souligner cet écart, d'autant plus que le prix moyen des séjours dans le secteur privé non lucratif est beaucoup moins élevé que le prix moyen dans le secteur lucratif. On est à peu près à 2 000 € en moyenne pour l'hébergement d'une personne âgée par mois dans le secteur non lucratif, contre à peu près 2 600 € dans le secteur privé lucratif. Donc ce qui veut dire que le surplus de recettes n'est pas forcément entièrement dédié à l'offre de services proposée à ces résidents. Ça, c'est lié au modèle économique qu'on évoquait juste à présent, puisqu'une partie des bénéfices est évacuée sous forme de dividendes à des actionnaires. Cette partie qui n'est pas redistribuée à des actionnaires, dans le non lucratif, elle va où ? Elle cherche au mieux à proposer un taux d'encadrement supérieur, des activités pour les résidents, une meilleure médicalisation des établissements. On va passer au troisième chiffre pour illustrer cette thématique, et là on va sortir des EHPAD, parce qu'on parle beaucoup dans ce secteur-là du virage domiciliaire, l'idée qu'avec l'augmentation du nombre de personnes vieillissantes et l'augmentation de la dépendance, il va falloir prendre ce virage domiciliaire et permettre aux personnes de rester dans cette dynamique toujours du bien vieillir, de rester vieillir chez soi. Et pour cela, il y a ce qu'on appelle l'aide à domicile. Et sur l'aide à domicile en milieu rural, je le précise, on n'est pas sur l'ensemble du territoire, mais simplement en milieu rural, on constate que 9 aides à domicile sur 10 sont salariés des associations. Là encore, qu'est-ce que signifie, qu'est-ce que met en évidence ce chiffre, selon vous ? Déjà, je pense qu'il faut souligner l'ancrage historique des structures d'aide à domicile dans les territoires ruraux, parce qu'il n'y a pas toujours eu de solutions proposées, alors soit par historiquement les politiques publiques, soit par des initiatives du secteur privé lucratif dans ces territoires. Et donc les organisations, les citoyens se sont organisés sous forme associative, sous forme de fondation, de mutuelle, pour pouvoir proposer une offre de services adaptée pour favoriser le maintien à domicile des résidents qui bien souvent ne souhaitaient pas s'éloigner du territoire dans lequel ils avaient vécu, alors que l'offre était principalement concentrée dans les grands centres urbains. Donc on a ce premier enjeu. Ce que dit aussi ce chiffre, c'est que l'ESS est présente là où d'autres initiatives ne vont pas, parce qu'elles sont moins rentables, certainement. Aujourd'hui, on a un secteur de l'économie sociale et solidaire qui consacre la majorité de ses temps d'intervention pour les bénéficiaires que sont les personnes âgées. C'est à peu près 60% des temps d'intervention dans le secteur associatif, alors que l'aide à domicile dite lucrative va plutôt concentrer ses efforts sur des activités dites de confort, qui ne sont pas forcément toujours des activités de confort, mais ça peut être des aides ménagères, des aides au jardinage, et qui sont ont un niveau de rentabilité plus élevé et qui concernent plutôt des territoires métropolitains ou des territoires de bord de mer où on a une population qui est un petit peu plus, qui est financièrement plus solvable.
Un mot sur un élément que vous avez évoqué en tout début d'émission, c'est que ce bien vieillir, c'est aussi de l'offre de loisirs, c'est de l'offre culturelle. En quoi, encore une fois, l'économie sociale et solidaire est en capacité de répondre à ces besoins exprimés par personnes âgées. Effectivement, l'ESS a la chance de s'appuyer sur un tissu associatif qui est extrêmement dense sur l'ensemble des territoires. Et à une attention particulière au public visé par l'ensemble des services qui sont proposés dans les territoires, notamment en milieux ruraux, où là encore, il y a assez peu d'activités qui sont proposées par le reste de l'économie. Donc on a effectivement un certain nombre d'initiatives. Alors ça peut être des choses liées aux activités sportives, aux activités culturelles itinérantes, par exemple dans les territoires ruraux, aux loisirs, mais ça peut être aussi des choses autour de l'habitat, avec des colocations, des colocations intergénérationnelles, et puis des enjeux liés à la mobilité, aussi avec des services de mobilité proposés pour favoriser le maintien à domicile de personnes âgées dans territoires qui sont un peu moins pourvus en transport en commun, par exemple. Par exemple, des systèmes de taxi social, taxi solidaire qui permettent à une personne âgée de réaliser un déplacement là où il n'y a pas de ligne de train ou de bus. Tout à fait, donc on a ce type de système, et puis des associations aussi, voilà, des clubs de l'amitié, des clubs de retraités qui vont proposer des solutions de déplacement collective pour aller voir une exposition, pour aller dans un musée qui va se situer plutôt dans un centre urbain. Donc on a à la fois une offre de mobilité propre et puis une offre proposée par les associations qui accompagnent les seniors. Alors, pour multiplier les éclairages sur ce thème-là, on va écouter maintenant l'interview d'un acteur de ce secteur-là, qui nous vient de la mutualité. On l'écoute. Guénaëlle Omesser, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice adjointe de la direction de l'offre de soins, de l'autonomie et des parcours à la mutualité française. Première question toute simple, du point de vue de la mutualiste que vous êtes, qu'est-ce que ça signifie bien vieillir ? Bien vieillir, pour nous, en mutualité, c'est tout d'abord pouvoir vieillir en bonne santé et donc bénéficier d'actions de prévention tout au long de sa vie. La deuxième chose, c'est pouvoir vivre chez soi le plus longtemps possible et exercer sa liberté de choix. Et c'est bien entendu également pouvoir agir et vivre tout au long de sa vie dans la société, et donc développer du lien social. Comment répond la mutualité et les mutuelles en France à ces enjeux-là ? Les mutuelles sont les seules actrices présentes sur l'ensemble de la chaîne de la perte d'autonomie. La prévention, l'accompagnement, le soin, le financement au travers de l'assurance santé, mais aussi au travers de l'assurance dépendance. Et nous offrons sur les territoires la possibilité de vivre en établissement ou d'être accompagné à domicile. Les mutuelles ont vraiment une approche globale du bien vieillir sur l'ensemble de ces thématiques. Ce que vous voulez dire, c'est que à l'inverse d'un secteur privé lucratif qui va miser sur la rentabilité de l'activité type EHPAD, vous dites, on n'est pas là juste pour vendre des places d'EHPAD, mais pour accompagner la personne. Concrètement, comment ça se voit au quotidien ? En fait, ça se traduit sur les territoires par la création et la gestion par les mutuelles d'une palette d'établissements et de services. C'est-à-dire que l'offre mutualiste, qui est aujourd'hui composée de près de 500 établissements et services à destination des personnes âgées sur les territoires, s'est développée en fonction des attentes, des besoins des personnes vieillissant sur ces mêmes territoires. Nous n'avons pas eu de logique, on va dire, de développement par filière, mais on est toujours parti des besoins des territoires pour créer, développer et diversifier nos réponses. C'est pour ça d'ailleurs que nous gérons à la fois des EHPAD, mais aussi des résidences autonomie, des services de soins infirmiers à domicile, des services d'aide à domicile, que nous avons été précurseurs sur les questions d'habitat inclusif et que nous faisons évoluer en permanence l'offre d'établissements et de services que nous gérons avec un certain nombre de dispositifs innovants. Quel est le grand défi aujourd'hui sur la question du bien vieillir et où il faudrait avancer, que ce soit d'un point de vue réglementaire, législatif ? Alors, pour nous, il y a vraiment aujourd'hui 3 grands défis. Le premier consiste à débloquer des moyens supplémentaires
à la fois pour permettre de rémunérer mieux les professionnels qui travaillent dans ce secteur de l'accompagnement des personnes âgées, mais aussi pour diminuer les restes à charge. Le deuxième enjeu, c'est vraiment un enjeu de simplification du système. L'offre médico-sociale est extrêmement complexe et les personnes âgées et leurs familles ont les plus grandes difficultés à se retrouver. Et nous souhaitons la mise en place de services uniques, de l'autonomie, de guichets uniques permettant à la fois d'apporter toute l'information nécessaire aux personnes et à leurs familles, mais de coordonner également les parcours des personnes vieillissantes. Le troisième enjeu concernant le vieillissement de la population est de faire en sorte que toute la société soit concernée par cette thématique et qu'on devienne tous des militants de l'âge. Les mutuelles le sont déjà et nous appelons l'ensemble des composantes de la société à mener une réflexion pour que nous puissions demain être dans une société qui intègre la question du vieillissement. Merci beaucoup, Gwenaëlle Aumesser. Merci à vous. Voilà pour cette interview qui illustre bien tout le propos développé autour de l'enjeu de cette économie sociale et solidaire comme acteur fort sur les filières d'activités liées au vieillissement et à la dépendance. En vous écoutant, on comprend qu'il y a une opposition assez claire dans les modèles entre le modèle lucratif et le modèle non lucratif. Est-ce que, et au regard de l'actualité récente, on l'a vu avec le scandale Orpea, ESS France milite pour finalement une sanctuarisation de ce secteur économique au bénéfice des structures non lucratives, tout simplement parce que c'est elles qui pourraient au mieux répondre aux besoins des personnes âgées. C'est effectivement une piste, même si je pense qu'on n'a pas besoin d'en aller jusqu'à là. Je pense qu'il faut surtout mieux organiser les règles du jeu et la concurrence entre les groupes privés lucratifs et les groupes non lucratifs. Avec notamment des meilleurs contrôles. On a vu dans l'affaire Orpea qu'il y a eu des défaillances côté État sur le contrôle des activités dans ces établissements. Et puis, alors effectivement, rendre impossible les logiques financières trop maximisées dans ce type de secteur, puisqu'on reste sur de la grande dépendance dans des secteurs qui n'ont pas vocation à avoir un capitalisme trop fort. Et peut-être aussi renforcer côté ESS les outils de la finance solidaire, de la finance à impact, pour justement permettre de lever des fonds et donner les moyens d'investissement aux établissements médico-sociaux à but non lucratif. Benjamin Roger, merci beaucoup pour cette émission. On vous retrouvera dans l'épisode 3 de cette série où il sera question de relocalisation de l'économie et encore une fois du rôle de l'ESS dans ces enjeux de relocalisation. Merci.